Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 94. Cette semaine, c'est un spécial États-Unis, étant donné que c'est la semaine du Grand Prix des États-Unis. Alors, je vais vous lancer quelques toponymies, noms propres, excusez-moi, du genre Andretti, Herta, Indianapolis, Las Vegas et probablement d'autres villes aux États-Unis. Alors, mesdames et messieurs, veuillez vous lever et retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de l'hymne national des États-Unis. Bon, ok, c'est assez. On va commencer tout de suite avec le premier sujet et je tiens à préciser que je serai seul pour cet épisode étant donné qu'Anna Maria Mercado-Lopez et Marc-André Fortin ne seront pas disponibles cette semaine. Donc, je vais y aller solo. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier sujet, celui qui a fait vraiment parler de lui. Il s'agit de Michael Andretti, un ex-pilote de Formule 1, mais surtout un grand pilote IndyCar. Andretti, entre autres dans le contexte de la Formule 1 qu'on a connu lors de la saison 93 avec McLaren. Ça n'a pas bien été malgré un podium au Grand Prix d'Italie. Mais il a fait son passage en Formule 1 et il est aussi le fils de Mario Andretti, champion du monde de Formule 1 en 1978 et le dernier Américain à avoir remporté un Grand Prix des États-Unis en Formule 1 et aussi le fils de Marco Andretti, que je salue d'ailleurs. Mais bon, pourquoi Michael Andretti fait parler de lui en Formule 1? C'est parce que selon des informations recueillies par Race Fans, Andretti, dont l'équipe est évidemment présente en IndyCar, Andretti Autosport, serait intéressé à racheter 80% des parts de la société Islero Investment, qui est en fait une société qui détient en fait Sauber Engineering et Sauber Motorsport, et c'est plus Sauber Motorsport qui s'occupe de l'équipe de Formule 1 actuelle Alfa Romeo. Donc, Alfa Romeo appartient à Sauber. Donc, c'est juste, disons, Alfa Romeo, c'est juste pour couvrir le nom de de la compagnie Sauber. Donc, mais c'est pas la première fois que Andretti faisait parler de lui avant que cette rumeur / nouvelle ne sorte, parce que au mois d'août, Racer Magazine avait sorti une nouvelle comme quoi Andretti avait été intéressé à racheter une écurie de Formule 1. Donc, certains pensaient que ça aurait été non seulement Alfa Romeo, mais aussi probablement Haas ou bien même Williams. Donc là, avec l'information complémentaire de Race Fans, tout porte à croire que ce serait Alfa Romeo. Donc, pour ce faire, on parlerait d'un montant de 350 millions d'euros. Donc, à peu près 400 et quelques... Non, plus que 400 millions de dollars. Mais pour cela, en fait, pour arriver à ces moyens, Andretti a fondé Andretti Acquisition Corporation, donc ce qu'on appelle aux États-Unis une Special Purpose Acquisition Company. Donc, c'est une société qui est entre autres exemptée aux îles Caïmans pour justement créer une fusion pour un achat d'actions, une réorganisation. Bon, je suis pas vraiment calé dans tout ce qui est dans le processus américain, mais le plus important, c'est que lui, il cherchait à obtenir au moins 250 millions de dollars par le biais d'un appel public. Et dans le conseil d'administration de la société, on retrouverait Zach Brown, qui est le PDG de McLaren, mais aussi un bon ami de Michael Andretti. Il faut pas oublier aussi que Andretti ne s'occupe pas seulement d'Andretti Autosport en IndyCar, mais aussi de Andretti Autosport en Extreme E. Je pense qu'il y a aussi, si je me souviens bien, aussi une équipe en endurance, aussi en Indy Lights avec Kyle Kirkwood et Devlin De Francesco.
Mais je pense il y a d'autres équipes affiliées avec Andretti Autosport. Mais la raison pour laquelle j'en parle, pourquoi c'est un sujet qui m'intéresse, parce que évidemment les États-Unis sont au cœur d'une intégration vraiment intéressante en Formule 1. Évidemment, dans le contexte où il y aura une deuxième course de F1 aux États-Unis dès l'année prochaine avec Miami, la hausse de la popularité de la F1 avec l'aide de Drive to Survive, les codes d'écoute des courses de Formule 1 qui sont plus élevés que jamais aux États-Unis, ben avoir une équipe américaine, une deuxième si on peut dire, parce qu'il y a Haas, mais Dieu sait si, je ne sais pas si par exemple Dimitri Mazepin, le père de Nikita, voudrait racheter Haas et en faire une écurie russe. Mais présentement, il y a une écurie américaine. Peut-être deux si jamais Andretti parvenait à acquérir 80% des parts de Islero Investment. Mais et aussi pourquoi? Parce que il faut expliquer en contexte que je pense que c'est cette année même que la Formule 1 a décidé d'implanter un coût d'entrée minimum pour avoir une écurie de Formule 1, qui est de 200 millions de dollars US. 200 millions, je trouve que c'est un peu trop élevé, surtout avec l'introduction du cap salarial qu'on a cette année, qui est présentement de 145 millions. Donc, évidemment, avec les coûts d'opération, si on veut faire comme le modèle A, c'est-à-dire aller s'engager avec des parties tierces pour dessiner le châssis, s'engager avec, par exemple, une autre écurie de Formule 1, comme par exemple Ferrari, pour obtenir des pièces, par exemple des freins, des boîtes de vitesse et tout, ben ça pourrait sauver de l'argent, mais en général, je trouve que le 200 millions, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop élevé, en fait, comme prix d'entrée. Je pense qu'ils auraient dû le baisser un peu plus, à genre, on va dire 150 millions de dollars, ou bien même entre 130 et 140, pour permettre à plus d'écuries de vouloir s'intéresser à la Formule 1, venir à la Formule 1 à partir d'une page blanche. Donc, ce que Michael Andretti a fait, en fait, ce que Michael Andretti veut faire, c'est justement avoir une équipe déjà prête, du personnel déjà fait et compétent aussi pour pouvoir tenter de s'imposer déjà en Formule 1. Et avec la nouvelle réglementation technique en 2022, c'est ce qui pourrait faire en sorte que le plateau pourrait être un peu plus paritaire, on le souhaite. Ben, ça pourrait aider des équipes comme Andretti. Mais n'oublions pas aussi que, bon, il y a le nouvel accord Concorde qui avait été signé il y a de cela, je pense, c'était l'année dernière ou en 2019. La part des revenus devrait être un peu plus équitable que ce que c'était avant. Parce que, pour vous expliquer, l'accord Concorde, en fait, dans l'accord Concorde, ben, le partage de revenus était très inégal. Donc, les grosses écuries s'enrichissaient, puis les pauvres, ben, récoltaient les miettes, et surtout avec les bonus historiques, des bonus avec tel bonus. Et pour une nouvelle écurie, il fallait que tu aies au moins 3 saisons pour pouvoir obtenir le bonus. Et bon, il y a eu tout ce débat, par exemple, quand Lawrence Stroll a racheté Racing Point, Force India pour que ça devienne Racing Point, à savoir est-ce que cette équipe, malgré le changement de propriétaire, malgré le changement de nom, allait obtenir justement ce bonus. Ben, bon, ça, j'espère que ça va partir au moins. Mais je pense qu'à partir de là, avec la nouvelle ratification de l'accord Concorde, ça va permettre en fait aux écuries de pouvoir obtenir une part, je dirais pas équitable, mais un peu moins injuste de leur argent,
et ensuite pouvoir mieux développer la voiture pour être en mesure de gagner des courses et des championnats sur à plus long terme, en fait. Donc, ça aussi, ce serait bien. Et évidemment, le cap salarial qui est à 145 et qui va baisser de 5 millions dès l'année prochaine, ça devrait être une bonne idée. Ça devrait être une bonne idée, en fait, dans le sens où, justement, les grosses écuries vont devoir jongler avec tout ce remaniement financier et de personnel aussi, tandis que je vois que les petites écuries, ceux qui, justement, dépensent à ces niveaux vont pouvoir au moins concevoir une voiture qui va être dans les règles, mais c'est ça, j'ai hâte de voir. Et aussi, dans ce projet, il y a Gainbridge, qui est une compagnie de l'Indiana qui se spécialise en fait dans l'investissement financier, qui est une plateforme en ligne, en fait. Une plateforme en ligne qui se spécialise justement dans l'investissement financier et qui est aussi le commanditaire, qui est le nouveau commanditaire de l'aréna je pense, là où jouent les Pacers de l'Indiana dans la NBA, mais surtout un commanditaire de la voiture numéro 26 en IndyCar, conduite par un certain Colton Herta. Colton Herta est aussi un nom qui revient beaucoup dans l'univers de la Formule 1, évidemment, puisque il y en a qui disent que si jamais le deal entre Andretti et le groupe Sauber était accordé, eh bien, possiblement qu'on verrait Colton Herta en Formule 1. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Colton Herta est présentement, la saison est terminée, mais Herta a fini 5e au championnat des pilotes cette année. Il a remporté 3 courses, a dominé en fait à Saint-Pete, et même à Laguna Seca et a gagné à Long Beach. Donc, Herta, depuis qu'il est rentré en IndyCar à temps plein en 2019, il a terminé 7e en 2019 avec Harding Steinbrenner Racing, parrainé par Andretti Racing. Autosport, pardon. Même chose en 2020 où il a terminé 3e au championnat des pilotes, entre autres avec une victoire à Mid-Ohio. Et avec Andretti Autosport, il a terminé 5e avec de belles victoires, entre autres. Et oui, j'avais oublié aussi, il avait gagné la seule et unique épreuve au circuit des Amériques, lieu du Grand Prix des États-Unis, en fait, dans le cadre de la course d'IndyCar en 2019. Et seulement sa 3e course IndyCar, c'est surprenant. Donc, Colton Herta, qui est d'ailleurs le fils de l'ancien pilote IndyCar, Brian, est un pilote talentueux. Et je l'adore, il est cool, il fait très peu d'erreurs. Je sais qu'il aurait pu gagner à Nashville, mais à taper le mur en essayant de pourchasser Marcus Ericsson. Mais il est capable d'apprendre de ses erreurs et de revenir en force. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de le voir tout de suite en Formule 1. De toute façon, je vais vous le dire tout de suite, il n'a pas les points requis pour obtenir la super licence. Si on compte 2021, il en compterait 32, alors qu'il en faut 40 pour aller en Formule 1. Mais il aurait les points nécessaires pour participer, par contre, à des séances d'essais libres, surtout la première séance d'essais libres. Alors, j'ai lu quelque part sur des rumeurs qui, je ne sais pas si elles étaient fondées ou non, que Michael Andretti aurait essayé de faire venir Herta pour faire des essais avec Alfa Romeo lors du Grand Prix des États-Unis. Mais ça, je pense que ça s'est arrêté là. Est-ce qu'il mérite d'aller en Formule 1? Moi, je pense que oui. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour lui? Je sais pas. Et je l'ai dit il y a de cela quelques mois.
Je crois que c'était en avril, après sa victoire à Saint-Pétersbourg. J'aime bien la Formule 1. Je sais que tout le monde veut aller en Formule 1, mais je préfère voir Colton dominer dans un championnat où il a la chance de gagner que de le voir croupir pour se battre contre, je sais pas, des Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Nicolas Latifi, Alex Albon, en tout respect de l'écurie Williams qui s'améliore. Mais c'est une équipe qui est plus fin de peloton et qui à l'occasion peut se battre pour le milieu. Je sais qu'il y a 2022, 2023 aussi avec les nouvelles règles pour 2022 qui arrivent. Mais pour moi, je préfère le voir rester en Formule 1, en IndyCar plutôt que d'aller en Formule 1. Et en plus, il a Alexander Rossi et Romain Grosjean comme coéquipiers qui vont être des pilotes qui vont le pousser pour devenir encore meilleur. Donc, je sais qu'il y a eu dans le passé des pilotes qui ont fait le saut de l'IndyCar à la Formule 1. Le meilleur exemple possible étant, les meilleurs exemples possibles étant Juan Pablo Montoya et Jacques Villeneuve, tous deux vainqueurs des 500 000 d'Indianapolis et de la série Kart. Mais il y a d'autres contre-exemples. Sébastien Bourdais, le plus récent, qui a fait le saut de la Champ Car / IRL, bon, enfin, il a fait le saut de l'IndyCar vers la Formule 1 avec Toro Rosso en 2008 et il a quitté, je pense, après le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring en 2009. Ça n'a pas été un grand succès. Et même chose pour Cristiano D'Amata, pilote brésilien qui a gagné le championnat de la Champ Car, de la série Kart en 2002. Ensuite, est allé chez Toyota en 2003 et en 2004. Bien que la voiture n'était pas si bonne que ça, D'Amata n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Alors, moi, je sais que Colton Herta a 21 ans. L'âge lui joue en sa faveur. Mais, je sais pas, est-ce que j'ai vraiment envie de revoir le même scénario que ce qui s'est passé avec Bourdais et D'Amata? Je n'aimerais vraiment, mais vraiment pas ça. Mais, quand j'ai dit que l'âge joue en sa faveur, il a 21 ans. Donc, et en plus, je l'ai remarqué, comme je l'ai dit, il est capable de bien s'adapter quand il apprend de ses erreurs. Donc, ça pourrait être un avantage si jamais il allait en Formule 1. Moi, je pense aussi, bon, je sais qu'Alfa Romeo, c'est pas fameux cette année. Présentement, l'équipe est 9e au championnat des pilotes. On sait qu'il y a évidemment tout cet imbroglio concernant le deuxième volant. Oubliez tout de suite Herta dès 2022, c'est pas possible. C'est pas possible à moins qu'il déclenche un cas de force majeur, mais je serais énormément surpris. Je pense que ça va plus aller soit vers Guan Yu Zhou ou Antonio Giovinazzi. Mais ça, c'est autre chose. Je pense qu'il va falloir regarder plutôt du côté de 2023. Est-ce que ce serait une solution de lui faire une saison complète d'IndyCar et ensuite d'aller en Formule 1? Avec très peu d'essais probablement, je serais énormément surpris. Alors, et surtout que Colton nous a prouvé qu'il était capable de gagner un championnat d'IndyCar avec son pilotage incroyable, son calme. Il pourrait même devenir le futur Iceman, un peu à la Kimi Räikkönen ou à la Scott Dixon en IndyCar si on reste dans le vif du sujet. Mais je sais pas. J'ai comme l'impression que parce qu'un pilote est bon dans une autre catégorie, qu'il faut tout de suite le voir en Formule 1 pour voir s'il est si bon que ça. Colton Herta est très bon. Il est très bon. Je doute pas de son talent, mais le jour où il va arriver en Formule 1 et que les performances ne sont pas là, on va le dire, je savais, l'IndyCar, le niveau est pas là et tout ça, et tout ceci et cela. On noue un peu, là. Je sais que on veut tous voir les meilleurs pilotes dans les meilleures catégories possibles. Ça, c'est vrai. Mais, et je l'ai même expliqué dans ma chronique Dites et Pensées, qui est disponible sur bulletingp.com. C'est pas parce que quelqu'un soit désire aller
ailleurs que la Formule 1 qu'il est nécessairement un pilote raté. Alors, moi, je pense que Colton Herta devrait essayer de mieux adapter son volant, sa conduite en IndyCar, puis ensuite, s'il se sent prêt pour aller en Formule 1, qu'il y aille. Je lui souhaite. Je lui souhaite aussi, mais je sais pas, je pense que c'est un pilote, je dis pas qu'il est un pilote fait pour l'IndyCar, mais je pense que c'est un très bon pilote, mais j'ai pas envie de le voir... Et surtout à un jeune âge aussi. Hein. Quand même, comme j'ai dit, il a 21 ans. Il a énormément de temps pour progresser. Je doute pas du potentiel. Je l'ai vu aussi dans quelques courses en Indy Lights aussi. Il est très bon. Même chose pour Pato O'Ward aussi. Ça aussi, ça va être... Pato O'Ward, il va faire des tests... à la mi-décembre à Abu Dhabi, suite au pari qu'il avait fait avec Zach Brown dans le sens où si jamais il gagnait une course IndyCar en 2021, il conduirait à Abu Dhabi, mission accomplie. Moi, je pense que Pato est un aussi bon pilote, mais c'est de là, et surtout avec l'arrivée de Callum Ilott et Christian Lundgaard, qui a été d'ailleurs, dans le cas de Lundgaard, annoncé mercredi. Moi, je crois que l'IndyCar a un plateau assez exceptionnel, surtout avec des pilotes comme Rossi, Scott Dixon qui veut devenir un septuple champion, Marcus Ericsson qui a eu probablement sa meilleure saison en IndyCar, Romain Grosjean qui passe à Andretti, et Jimmy Johnson aussi qui maintenant a eu une grosse année d'apprentissage et qui veut maintenant mieux s'adapter, qui est maintenant mieux adapté pour l'IndyCar. Ça, j'ai tellement hâte à cette saison. Et pour l'avenir aussi de cette série, pour voir un peu plus de jeunes s'intéresser à cette série et qu'on donne, comme je ne vais pas citer Birdman, mais put some respect on IndyCar. Voilà. Donc, c'est ça, c'est tout ce que j'avais à dire, mais évidemment, la situation chez Andretti ainsi que celle de Colton Herta seront évidemment sera à surveiller, non seulement dans les prochaines semaines, mais aussi dans les prochains mois, à savoir qu'est-ce qui va advenir de Alfa Romeo, du groupe Sauber / Alfa Romeo, ainsi que de Andretti Autosport et Colton Herta. Maintenant, passons à un autre sujet. On est toujours dans l'univers américain. Bon, la Formule 1 ira à Austin, au Texas, ce week-end. L'année prochaine, pour la première fois depuis 1984, la F1 ira dans 2 courses, dans 2 villes aux États-Unis, Austin, mais aussi Miami, le Grand Prix de Miami qui aura lieu le 8 mai 2022. Mais Stefano Domenicali, le PDG de Liberty Media / FOM, le Formula One Management, a dit non seulement à Sports Business Journal, j'ai eu un blanc de mémoire, mais aussi à CBS News au cours des derniers jours, qu'il souhaiterait, il a eu des discussions pour ajouter une 3e course en sol états-unien. Et il dit que potentiellement, Las Vegas et Indianapolis seraient des choix des choix intéressants. Indianapolis, il y a eu les 500 000 d'Indianapolis entre 1950 et 1960 qui ont fait partie du championnat du monde de Formule 1. Et ensuite, la F1 est revenue au Indianapolis Motor Speedway entre 2000 et 2007 avec évidemment ce fiasco du Grand Prix des États-Unis 2005 où il y a eu 6 voitures qui ont pris part au départ. Mais Las Vegas aussi a un passé avec la Formule 1 avec ce fameux Grand Prix de Caesars Palace où la course a eu lieu sur le stationnement de ce magnifique hôtel en 81 et 82. Bruh. C'était pas fameux, c'était un circuit plate et dans tous les sens du terme.
non seulement place, une piste plate carrément, mais aussi nulle. Alors, la Formule 1 souhaiterait revenir à... je parle de Vegas parce que ça a l'air d'être un plan intéressant et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Parce que, bon, si la Formule 1 devait retourner à Vegas, ce serait plus sur le strip, sur un circuit urbain mieux adapté que sur un... En fait, plus sur un circuit, dans un stationnement. Bon, je sais que le circuit de Miami a lieu dans le stationnement du Hard Rock Stadium. Mais c'est quand même... c'est beaucoup mieux que Caesars Palace. Mais pour revenir à Vegas, je crois que ce serait non seulement une bonne idée d'avoir un troisième Grand Prix pour couvrir l'Ouest, entre autres, parce qu'on a l'Est avec Miami, la centrale, si on peut dire, avec Austin, mais ce serait bien l'Ouest avec Vegas. Parce que il commence à avoir un boom dans l'effervescence sportive. Évidemment, il y a des combats de boxe, des combats de la UFC. Les Golden Knights de Vegas sont devenus la première équipe professionnelle dans les 5 sports majeurs aux États-Unis, avec les Gold dans la LNH. Les Raiders d'Oakland ont déménagé à Vegas et il se pourrait, je dis bien pourrait, que les A's d'Oakland dans la MLB au baseball fassent de même et déménagent à Vegas. Donc, il commence à avoir de plus en plus d'événements sportifs à Vegas, dans la ville du Nevada. Alors, moi, je pense qu'avec, comme je l'ai dit, la popularité de la Formule 1 aux États-Unis qui est croissante s'il vous plaît, et si c'est le cas, avoir une deuxième écurie américaine sur la grille de départ, avoir une troisième course pourrait faire augmenter un peu les revenus de Liberty Media, de la Formule 1, mais aussi cimenter, en fait, ce stigmatisme, en fait, que les États-Unis se fichent éperdument de la Formule 1, alors que ce n'est pas le cas. Je pense que ça a juste été mal exploité, surtout avec l'IndyCar et le NASCAR, qui sont des séries très populaires. Plus le NASCAR que l'IndyCar. Mais tout ça pour dire que au moins la Formule 1 peut aller chercher justement beaucoup plus de monde avec un troisième Grand Prix là-bas. Et ce n'est pas la première fois que on essaye de tâter le marché américain. Évidemment, il faut retourner à l'ère de Bernie Ecclestone, surtout dans les années 80, entre autres, avec des courses à New York, que ce soit à Central Park, plus dans les années 2000, mais aussi autour de Flushing Meadows, un circuit qui pourrait être l'ancêtre de l'Albert Park, même celui à Weehawken au New Jersey avec Manhattan en arrière-plan. Il y avait même eu des propositions pour avoir une course à Chicago. Même dans le sud de la Californie, au Ontario Motor Speedway. Donc, il y a eu plein d'idées pour accueillir des courses de Formule 1 au pays de l'oncle Sam. La différence aussi avec, par exemple, avoir une course à Las Vegas, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement parce que là, on ne va pas le faire et j'espère que ce ne sera pas dans un stationnement d'un hôtel, mais ça va être dans des endroits plus stratégiques. Et aussi dans des villes stratégiques. Parce que dans le passé, la Formule 1 a été à Phoenix. Phoenix. De toutes les villes les plus populaires aux États-Unis, la Formule 1 avait décidé d'aller à Phoenix. Tu sais, quand la course a moins de partisans qu'une course d'autruche, et je ne blague pas, ça c'est vrai, surtout pour l'édition de 91, tu vois que ça fait dur. Je comprends l'intention de Phoenix de vouloir rehausser un peu son image, comme ce fut le cas avec Adelaide, justement, avec le Grand Prix de Formule 1 entre 85 et 95. Mais les États-Unis, c'est beaucoup plus différent. Il y a des villes beaucoup plus populaires que Adelaide, on va s'entendre. Mais Phoenix, non. Donc, c'est pour ça que la Formule 1, Austin, ça s'est développé, mais sous Liberty Media, aller à Miami, c'est une bonne idée. C'est une ville très populaire.
Et Las Vegas aussi, ce serait bon. J'ai parlé d'Indianapolis. C'est un circuit qui est déjà là, grade 1, mais est-ce que Roger Penske est vraiment intéressé à accueillir la Formule 1 comme il le dit? Je sais pas trop. J'aimerais ça retourner à Indianapolis. C'est un circuit que j'adore, mais de grâce pas sur la configuration IndyCar. Et je parle plus les virages 5 et 6 là. Vous allez googler ça. Ah, c'est dégueulasse. Mais j'aimerais ça que la Formule 1 retourne à Indianapolis. Mais dans un aspect de cimenter en fait la popularité de la Formule 1, je crois que Las Vegas serait la destination parfaite. Ça ou Los Angeles aussi. Et puis j'avais demandé sur les réseaux sociaux, outre Indianapolis et Las Vegas, quelle serait l'autre ville qui vous intéresserait pour voir la Formule 1 aux États-Unis? Il y en a beaucoup qui m'ont sorti Watkins Glen, Long Beach, même Sebring en Floride. J'aime beaucoup ces propositions. J'aime beaucoup le circuit de Watkins Glen. C'est un très beau circuit qui a déjà accueilli la Formule 1 dans le passé. Long Beach aussi, parce que j'aimerais voir la F1 à Long Beach de mon vivant. Très bon circuit. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai pas envie de voir de très beaux circuits, surtout le Glen, même Sebring avec ses bosses, perdre de son aspect à cause de la Formule 1 et de ses exigences qui nécessitent beaucoup de sécurité. J'ai même vu quelqu'un commenter Seattle. Ah, ce serait bien. Et même au pays, je pense au pays de Amazon Web Service, AWS, ça ce serait parfait. Ah oui, même Laguna Seca. Laguna Seca aussi, je sais pas si j'ai vraiment envie de voir le circuit être, perdre de son aspect à cause de la Formule 1. Mais dans un aspect où tu veux attirer le plus de monde, un circuit urbain, ça ferait plus l'affaire. Donc, je pense que Las Vegas, la Californie, Los Angeles ou Long Beach, plus approprié aussi. New York, mais je pense que ça causerait un problème non seulement avec Montréal, mais aussi Miami. Ce serait compliqué. Alors, moi, je pense que... Ah oui, il y en a aussi qui ont commenté aussi Elkhart Lake, Road America ou Road Atlanta aussi. C'est ça que je dis. Moi, j'aime beaucoup ces circuits, mais juste pour accueillir la Formule 1 et perdre de leur aspect, ce serait un peu compliqué pour moi. Mais je crois que Las Vegas serait un bon fit pour la Formule 1. En autant que j'adore Indianapolis, mais Vegas serait un choix possible. Évidemment aussi, la Formule 1 tente d'avoir une deuxième course en Chine, étant donné le grand marché, mais ça, ce serait compliqué. Donc, si c'était le cas, on aurait 3 courses dans un même pays pour la première fois depuis l'an 2020. 2020, évidemment, c'est dans des situations de dépannage avec Imola et Mugello, et Monza, évidemment, qui fait partie du calendrier depuis belle lurette. Mais les États-Unis ont déjà accueilli 3 courses dans le même pays. C'était en 82 avec le Grand Prix à Détroit, une course à Long Beach et l'autre dans cette schnoute qu'est le stationnement du Caesars Palace. Alors, moi, je pense que vraiment la Formule 1, si elle veut vraiment aller aux États-Unis, il faut qu'elle soit très collaborative. Il faut qu'elle collabore et que Las Vegas mette le show, surtout à Las Vegas. Une course de nuit, why not? Mais ce serait compliqué. À moins d'avoir la course un samedi soir. C'est la seule solution que je vois si jamais la Formule 1 veut aller à Las Vegas. Parce que je pense pas que... Ou ce serait bon pour nous d'avoir une course en début de soirée, mais pour le reste du monde, surtout en Europe, où tu as beaucoup de téléspectateurs, ce serait énormément compliqué.
Alors, moi, je pense que Vegas serait une destination parfaite pour une possible troisième course. Et de grâce, pas de course dans un stationnement. Please. Bon, voilà. C'est tout. C'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP. Juste avant, si jamais vous écoutez cet épisode ce jeudi matin, au moment où ça sort, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, la chaîne Twitch de F1 Québec, puisque je serai à la description de la Ligue F1 Québec qui a lieu sur les circuits des Amériques avec François Carignan, qui est le fondateur de la Ligue. C'est évidemment avec F1 2021. Et tout ça est parti avec le groupe Facebook F1 Québec que vous pouvez rejoindre naturellement sur Facebook. Je mettrai le lien pour que vous puissiez le rejoindre. Sinon, on est disponible, le bulletin GP est disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, @lebulletingp. Et on a un texte qui est sorti récemment, Dis tes pensées, ma chronique personnelle, qui parle de l'histoire, de disputes entre pilotes, évidemment de e-sports. Donc, c'est sur bulletingp.com que vous pouvez lire ça. Ah, ben tiens, justement, le temps que je parlais de Vegas, il y a un match des Golden Knights qui débute à l'instant au moment où j'enregistre. Alors, cet épisode va être disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées ainsi que sur Bulletin GP. Alors, je vous retrouve dimanche pour l'émission d'après-course du Grand Prix des États-Unis avec Marc-André Fortin et Jean-Sébastien Barbeau. Mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Pardon, j'ai eu un blanc de mémoire. Et on se retrouve dimanche pour l'après-course du Bulletin GP et la semaine prochaine pour un autre épisode de la balado du Bulletin GP. Salut tout le monde!